nous avons avec nous deux personnes qui sont véritablement dans une optique de quasi-révolution du temps, révolution des transports, révolution donc du tourisme et de la manière dont nous allons le vivre. Ce ne sont pas des professionnels du tourisme à la base, et c'est de là peut-être que naît l'étincelle, et c'est de là que naît l'intérêt. Nous avons deux personnes qui ont des parcours de vie différents. Sébastien, sur la gauche de la scène, ou à votre gauche, voilà, Sébastien Gendron, qui a un passé et qui est toujours ingénieur, qui a travaillé dans l'aéronautique, qui a travaillé dans des grandes maisons vénérables type Airbus, Bombardier, et qui un jour a décidé de faire autre chose. Il a répondu à Elon Musk, donc le milliardaire, fondateur de Tesla, sur un projet qui, effectivement, pourrait être un peu fou, mais il va nous expliquer pourquoi. Et puis, au moment de créer Transpod, eh bien, il s'est entouré d'un certain nombre de compétences, de savoir-faire, et Augustin Boileau est arrivé avec lui encore un autre profil, un designer. Et finalement, on se dit, tiens, un ingénieur aéronautique, un designer, ils vont nous parler de transport, ils veulent travailler autrement, vivre autrement, avoir un rapport au temps, à l'espace différent, et en quoi tout cela, finalement, peut révolutionner, le transport peut révolutionner, ou en tout cas faire bouger très substantiellement les curseurs de notre activité touristique. Donc c'est un petit peu l'objectif de ce matin. Et au-delà de tout cela, tout d'abord, Sébastien, comment on arrive à rentrer dans le projet d'Hyperloop et comment on arrive à créer Transpod? C'est une bonne question. Je vais prendre ça. C'est une bonne question. Moi, ça m'a pris 13 ans, un peu presque 15, en fait. Juste pour clarifier votre propos. Il m'a fallu 13 ans, donc après des passages chez Airbus, Bombardier, Safran, etc., pour me rendre compte que les grandes entreprises, c'était pas trop mon truc, j'étais pas très bon employé. Et on arrive à la conclusion au bout de 13 ans. J'ai quand même insisté. Je fais Airbus, je fais bon, c'est pas terrible. Quand c'est Bombardier, c'est à peu près pareil. Safran, c'était pas terrible non plus. Et on arrive à la conclusion que où on accepte le système tel qu'il est, où on se dit, si on n'est pas d'accord avec la façon dont ça fonctionne, autant démarrer sa propre société et essayer de démontrer qu'on peut faire autrement. Donc c'est un petit peu la genèse de Transpod. Et la fenêtre de tir, parce qu'on se pose des fois beaucoup la question quand est-ce qu'on démarre sa société, etc. La fenêtre de tir, ça a été un petit peu Elon Musk, parce que c'est un projet qui, vu comme ça de l'extérieur, paraît un petit peu fou et un petit peu taré. Et donc quand on regarde ce concept-là qui existait déjà depuis pas mal d'années, on se dit si demain je me lance tout seul et que je vais voir des investisseurs, que je vais leur dire qu'on va se déplacer à 1000 km/h dans des tubes, on passe un petit peu pour un allumé. Donc quand Elon Musk présente le projet, donc ça c'était en 2013, c'est là où on voit un petit peu une fenêtre de tir qui s'ouvre. On se dit si on a quelqu'un qui a déjà mis suffisamment le bazar dans le spatial, demandé à Ariane Espace, je pense qu'ils s'en souviennent encore, et à Tesla, avec Tesla maintenant, on se dit bon, on va avoir de la crédibilité pour démarrer un nouveau projet. Donc voilà, c'est un petit peu pour répondre à votre question, la genèse de la société. Et aujourd'hui, ça marche pas trop mal. Faut une bonne dose de passion et de conviction, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Quand on regarde la bio ou un peu les interviews de Sébastien Gendron, il y a des mots qui reviennent. Là, il vient de les prononcer comme ça de manière anodine, mais c'est passionné, obstiné. Et puis il y en a un que j'aime bien, c'est pragmatique. Comment finalement passer d'un rêve à quelque chose de réel et à quelque chose de pragmatique? C'est maintenant le déroulé de la présentation. Et puis je vous laisserai aussi aborder et présenter votre acolyte, votre compère, Augustin. Oui, et puis il se présentera aussi lui-même. Il fera bien mieux que moi. Quelqu'un de compétent et de passionné également, et qui regarde un petit peu comment on peut être plus ambitieux aujourd'hui. Je pense que ce qui laisse la place en fait à des sociétés comme nous, c'est que nos grandes sociétés qui ont des qualités et des défauts, mais un gros défaut, c'est qu'elles manquent d'ambition.
Et c'est là où les startups ont une valeur ajoutée, c'est un petit peu d'être l'aiguillon et de les pousser à être plus ambitieux, parce que ni plus ni moins le concept sur lequel on travaille, c'est quelque chose qui aurait déjà dû être développé par Alstom et Bombardier depuis 50 ans. Et ça n'a pas été fait parce que ça change nos habitudes et on est bien en tant qu'être humain, être dans notre confort du quotidien. Moi, le premier, on a toujours des fois des difficultés à changer. Et on pourra rebondir sur les propos de Monsieur Denizet en disant qu'aujourd'hui, on a le tourisme qui explose et le trafic aérien qui explose. Et je peux vous dire que ça va être un sacré problème. Alors, pour commencer, je vais voir si ça marche, ce truc-là. Voilà, on a déjà pas mal discuté. Alors, quelques mots sur la société. Donc, Transpod est une société canadienne. Donc, on n'est pas au Québec. D'ailleurs, si vous allez au Canada, je vous conseille d'aller voir les provinces anglophones. C'est bien mieux que le Québec. Alors, j'espère qu'il n'y a personne du Québec dans la salle. Si. Après, j'aime bien le Québec, mais je trouve qu'il y a trop de Français au Québec. Voilà. Donc, allez voir les provinces anglophones, et je pense que c'est pas mal. Et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, le Canada ne se résume pas au Québec pour les Français. Donc, la société est basée à Toronto. Ma fille est d'ailleurs née à Montréal, donc là-dessus, je n'ai rien à dire. C'est aussi une province magnifique, mais le reste du Canada est pas mal. Donc, la société est basée à Toronto. On a créé ça en 2015. J'ai cofondé la société avec Ryan Jansen, qui fait partie de ces chercheurs qui font pas uniquement de chercher, mais qui trouvent. Quelqu'un de brillant, mais vraiment brillant, c'est lui qui est à l'origine de la propriété intellectuelle de la société et qui est clairement notre différence par rapport à nos concurrents américains et qui nous permet en fait d'avoir aujourd'hui un système qui, sur le papier, pour reprendre vos propos, pragmatique, dans le sens où quand on a démarré ce système-là, on s'est dit s'il faut développer un nouveau mode de transport, autant qu'il soit plus facile d'utilisation que ce qu'on a aujourd'hui, et Augustin pourra en parler en détail, moins cher, respectueux de l'environnement et plus rapide. Voilà. Donc, c'est quelques mots, puis après on parlera un petit peu de la technologie rapidement. Augustin, je te laisse faire cette présentation. Merci. Merci Sébastien. Alors, tout simplement, moi je suis designer, j'ai une formation de designer. J'ai travaillé donc ensuite dans l'automobile, chez Jaguar, chez Alstom Transport dans le ferroviaire. Donc vraiment un gros parcours sur le transport. C'était vraiment ma passion. C'est ce qui me motive surtout, c'est de chercher à améliorer la vie des gens, à changer la vie des gens par le transport. Et donc à trouver des solutions innovantes. Donc chez Alstom, j'ai vraiment adoré ce que j'ai fait. J'ai sorti pas mal de produits qui m'ont beaucoup plu. La GV à droite ici, qui roule en Italie. L'intérieur le dernier intérieur du TGV Duplex que vous pouvez peut-être expérimenter quand vous allez vers Paris ou vers Nantes. Il est en circulation en ce moment. Par exemple aussi le tramway de Sydney qui est en cours de livraison actuellement. Et tout un tas d'autres aussi. Et ce qui fait que j'ai voulu sortir de chez Alstom, c'était justement, comme tu l'as montré tout à l'heure, la difficulté d'aller sur des projets beaucoup plus innovants. J'avais l'impression d'innover à la marge, de devoir suivre trop de cahiers des charges, trop de contraintes, faits par un trop grand nombre de personnes. Donc, grande difficulté de créer des choses qui sont un petit peu plus... un peu plus différente, un peu plus innovante. Donc j'ai créé mon entreprise, Wolf & Wood Design Consultancy, parce que je l'ai créé quand j'étais en Angleterre, donc j'ai mis un nom anglais. Maintenant je suis basé aux Pays-Bas. Et donc je conseille les entreprises et je les conseille et je fais de la création aussi, donc en design industriel et pas seulement donc sur l'esthétique et le beau comme on a tendance à le croire, mais surtout sur donc pas simplement sur de quoi ça a l'air, mais surtout de comment ça marche, comment va être l'interaction entre l'usager et son produit. C'est surtout ça qui m'intéresse et c'est pour ça que travailler avec Sébastien sur l'Hyperloop, c'était pour moi une opportunité unique d'apporter un produit qui change réellement la vie de ses utilisateurs. Merci Augustin. On rentrera dans le détail après du travail que l'on fait en interne. Quelques mots sur la technologie. Alors, le concept est assez simple. Et on n'est pas sur de la science-fiction et je vais vous l'expliquer pourquoi.
La première raison, c'est qu'on se déplace déjà à ces vitesses-là en avion. Et je peux vous dire que de faire voler un avion plutôt que de faire déplacer un véhicule dans un tube, c'est bien plus compliqué. Et on reprend 80% aujourd'hui des technologies qui existent de l'aéronautique ou du ferroviaire. Donc la difficulté, elle est beaucoup plus dans l'intégration de technologies existantes que de réinventer la roue. Vitesse, aujourd'hui, on parle de 1000-1200 km/h. C'est une barrière physique. Il reste un petit peu d'air dans le tube. Donc c'est ni plus ni moins, quand on atteint ces vitesses-là, c'est le mur du son. Et donc on veut éviter d'avoir des ondes de choc dans un tube. Je vous le conseille pas. L'avantage par rapport, donc juste 2 mots pour le concept. Pourquoi on peut atteindre ces vitesses-là? C'est-à-dire qu'on recrée un environnement artificiel dans le tube où on baisse la pression atmosphérique. Donc c'est comme si on se déplaçait à 50 km d'altitude, les avions se déplacent à 10, pour s'affranchir des frottements aérodynamiques et atteindre ces vitesses-là. Et donc on est sur la conception, pas du prochain 380, mais d'un véhicule qui fait la taille d'un bus ou d'un wagon de train. Donc encore, c'est quelque chose d'atteignable. C'est ni plus ni moins un avion sans aile. Donc la même chose. Une cabine pressurisée, une structure qui est ni plus ni moins très similaire à celle d'un fuselage d'avion, et une avionique qui est similaire encore à celle qu'on peut avoir à bord d'un avion. Un petit mot également, on n'est pas, c'est souvent les premiers réflexes, et ça a été le mien au début quand j'ai vu ces premiers concepts, on n'est pas à concevoir un canon électromagnétique, donc on va pas avoir besoin de passer par un entraînement intensif similaire à ce que les pilotes de chasse peuvent avoir aujourd'hui dans l'armée de l'air. Mais c'est un système de transport, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des accélérations similaires à celles du métro et des décélérations similaires à celles du métro. Donc vous montez, vous embarquez à l'intérieur, avec une expérience passager dont Augustin va pouvoir discuter et partager avec vous tout à l'heure. Plus sympa que ce qu'on connaît aujourd'hui, et d'arriver à destination en un temps beaucoup plus intéressant que ce qu'on a aujourd'hui. Finalement, c'est de la liberté. C'est de la liberté et c'est notre vision. Et je vais en parler, je crois que c'est... c'est là. Notre vision, c'est-à-dire que demain, c'est d'avoir à l'échelle d'un pays ou d'un continent la carte du métro parisien. C'était d'ailleurs qu'il y a eu un article très intéressant, un journal local de la Creuse, qui se projetait en disant comment on va voyager avec ce type de système en 2040. Et il présentait les nouveaux banlieusards comme des tubards, des Parisiens qui habitent la Creuse, qui s'éclatent à être en Creuse à la campagne et qui peuvent aller travailler tous les jours à 30 minutes de leur lieu de travail tout en habitant à la campagne. Donc c'est vraiment le mode et la vision sur lequel on se projette. Et demain, au lieu d'avoir Châtelet-Les Halles et puis la Concorde comme arrêt de métro, vous allez avoir Nantes-Angers comme arrêt. Un des projets sur lesquels on a travaillé également avec la région, on a commencé à émettre l'idée suite à l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est la connexion des 3 aéroports de l'Ouest, qui sont Nantes, Rennes et Brest. Et pourquoi pas, j'ai cru comprendre qu'il y avait un aéroport à Angers. Ça pourrait être intéressant. J'étais avec le maire de Châteauroux hier, et on parle de connecter l'aéroport de Châteauroux à Paris, ce qui permettrait de désengorger et de répondre à l'augmentation du trafic aérien. Donc, voilà. Au-delà d'une manière de voyager, c'est aussi une manière de vivre et de concevoir la société. Oui, clairement, et d'adresser des problématiques on n'est pas en concurrence par rapport à l'avion, à la voiture, etc. Mais aujourd'hui, on a un constat, c'est-à-dire que tous nos systèmes de transport sont arrivés à saturation. Les aéroports, vous discutez avec les aéroports de Paris, c'est juste l'horreur. Vous regardez, pour me déplacer, que ce soit à Toronto, à Paris, etc., Angers, je pense que vous êtes encore un petit peu épargné, mais le niveau d'embouteillage est devenu juste insupportable. Et donc, il faut apporter des solutions différentes. Et c'est pas en continuant à ce qu'on fait depuis 50 ans qu'on va y arriver. Et c'est là où ce système-là peut vraiment être complémentaire de ce qu'on a aujourd'hui et permettre du coup d'enlever un certain nombre de camions des routes, de diminuer, en tout cas de contribuer à la diminution des gaz à effet de serre, parce que plus on rajoute des avions, et les avions électriques, c'est quand même pas pour demain. Donc c'est clairement améliorer notre confort de vie et se déplacer et d'avoir un transport à la demande. C'est-à-dire que clairement, c'est de fournir demain la fréquence du métro avec la vitesse de l'avion. Et on pourra parler de ça plus en détail.
Augustin, je te laisse la main. Je m'y mets. Avant de commencer à concevoir tout ça, et même avant d'aller plus loin dans la conception, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir à qui on s'adresse. Qui vont être les passagers qu'on va devoir transporter. Alors j'ai écrit 2020 parce qu'on est un peu ambitieux là, mais ça sera peut-être 2030, on verra bien. Mais on essaie vraiment de s'intéresser à qui vont être ces passagers, quels vont être leurs besoins, les besoins qui sont identifiés, ceux qui sont plus difficiles à identifier. On sait par exemple que les hommes et les femmes de demain seront toujours un peu plus urbains, toujours un peu plus nombreux, avec beaucoup plus de besoin de se déplacer, même s'il y a beaucoup de télétravail qui va commencer à se mettre en place, il y aura toujours ces besoins de se déplacer. Et donc on sera aussi un peu plus âgé, assisté par intelligence artificielle et sûrement par tout un tas de choses, que ce soit des capteurs, de la réalité augmentée ou tout un tas de nouvelles sortes de mobilité. On a même vu dans la salle ici, il y a énormément de concepts qui commencent à apparaître et à se concrétiser surtout, que ce soit terrestre, aérien ou même nautique. Et donc, nous, on va essayer de suivre un petit peu tous ces scénarios, les mettre en place pour concevoir l'expérience qui soit la plus attractive possible et la plus agréable possible pour nos futurs usagers. Alors, et tout ça, ça se base donc par une bonne compréhension et à savoir gérer les émotions, les ressentis. Donc c'est pour ça que je trouve qu'on a toute notre place dans cette conférence aujourd'hui, parce que moi c'est vraiment là-dessus que je veux baser ma réflexion pour pouvoir concevoir toute l'expérience passager des futurs usagers sur le Transpod. Donc on doit prendre en compte les émotions, les stress, tout au long du parcours du passager. Donc aller au-delà de tout ce qui se fait actuellement. Par exemple, quand vous commencez à prendre un avion, quand vous faites une réservation de n'importe quel moyen de transport actuellement, vous passez par énormément de phases de stress. D'abord la réservation. Quand vous devez faire d'abord une réservation sur un site internet, vous ne savez pas, est-ce que c'est la bonne date, est-ce que c'est le bon prix, est-ce que je vais vraiment pouvoir partir ce jour-là. Donc ça, vous le faites 3 mois à l'avance parfois. Ensuite, vous devez aller sur le lieu donc que ce soit à l'aéroport, à la gare, vous devez faire très attention à être bien en avance, pouvoir passer tous les contrôles de sécurité. Il faut passer un temps fou à attendre, après vous dépêcher, attendre. Enfin, tout ça, c'est énormément de stress. Et ensuite, une fois que vous êtes arrivé, est-ce que vous êtes à l'heure pour la bonne connexion? C'est énormément de stress. Nous, avec le système actuel, donc qui fonctionne donc 18 heures sur 24, 7 jours sur 7, et surtout avec la fréquence d'un métro, vous supprimez complètement l'attente et le stress dans votre expérience de transport. C'est-à-dire que vous arrivez à la gare, vous prenez le pod, celui qui vous convient, celui que vous avez demandé, qui sera personnalisé selon votre demande, et vous allez à votre destination. En fait, vous arrivez à la gare et le pod vous attend. Il part dans les 3 minutes, en fait, systématiquement. Donc c'est ça la grande différence, et la différence qui rend vraiment l'expérience du Transpod unique, c'est cette fréquence, cette flexibilité qui donc démarre en fait dès le début. Vous aurez par exemple, on essaye en fait de concevoir, d'avoir une approche assez holistique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas simplement concevoir un véhicule qui va s'intégrer dans une infrastructure que quelqu'un d'autre aura pensé et qui sera connecté à une expérience online ou virtuelle qui aura été conçue à côté. On essaie vraiment d'unifier l'ensemble, d'avoir une vision d'ensemble, une vision globale. C'est-à-dire qu'on pense déjà à l'expérience, on essaie de lier le réel avec le virtuel, on lie l'expérience de l'infrastructure avec l'expérience du véhicule pour être sûr qu'il y ait une continuité parfaite entre tous les systèmes. Oui. Juste pour rajouter à ce que tu viens de dire, on est vraiment en fait la prochaine évolution. On a commencé à le voir avec des applications comme Uber ou je ne sais pas si vous avez Lyft qui est arrivé ici déjà. Mais c'est demain en fait d'amener, c'est-à-dire ce qu'on a vu pour la voiture, c'est d'amener le train et demain l'avion avec un transport à la demande. Et donc cette fréquence-là va permettre en fait non plus à l'usager de s'adapter au mode de transport, mais au mode de transport à s'adapter à l'usager. Donc cadencement, flexibilité, liberté. Exactement. Et aujourd'hui, on n'est pas des illuminés. C'est quelque chose qui existe. L'informatique nous permet de modéliser tous ces systèmes-là. Donc allons-y.
Donc voilà, prendre en compte les émotions des passagers et aussi forcément, on étudie aussi les meilleures manières de pouvoir aussi prendre en compte le ressenti aussi des personnes qui auront l'infrastructure qui passera par chez eux. Donc essayer d'intégrer au maximum l'infrastructure dans l'environnement. Alors déjà, un gros avantage par rapport aux autres modes de transport, c'est que l'emprise au sol est super faible. Donc il n'y a pas de perturbation des écosystèmes. Il n'y a pas de bruit non plus. Donc ça, c'est un avantage par rapport aux autoroutes ou aux lignes de chemin de fer. Pour continuer, donc je vous parlais donc de la flexibilité qui apporte une expérience passager unique grâce à la fréquence, le fait qu'on ne dépend pas de l'heure de départ, l'heure d'arrivée, pas de stress, on part quand on arrive. Donc ça veut dire qu'on optimise le temps, on fait du gain de temps, et ce temps libéré, ce nouveau temps libre, on peut le consacrer soit à des loisirs, soit à des vacances, soit à du travail, soit à toute activité sociale, voire même à s'ennuyer, ce qui est aussi une activité créative. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous manque, vous voulez dire? Non, ça veut dire qu'en fait, on gagne du temps, on réduit le temps, l'espace, et demain, on va dessiner une nouvelle carte de France. Vous savez, quand on voit ces cartes anamorphosées sur les temps de transport, ça veut dire qu'on va avoir d'autres rapports, que certaines régions ou destinations touristiques peuvent à nouveau émerger ou peuvent apparaître sur le marché français. Oui, tout à fait. Pour rajouter à ce que vous dites, l'autre thématique, avant même de s'ennuyer, c'est de faire du tourisme. On est bien d'accord. Si on revient d'ailleurs sur la thématique du tourisme, ça apporte ce genre de transport, en fait, l'Hyperloop pourrait nous changer énormément, enfin complètement bouleverser la manière dont on fait du voyage, du tourisme. C'est-à-dire que vous pouvez vous prendre un hôtel au bord de l'océan et visiter toutes les capitales d'Europe et revenir au même hôtel à chaque fois. Enfin, ça peut changer énormément de choses. Ça peut changer aussi, bouleverser la société du travail, comme on l'avait vu. On peut travailler à Paris, avoir une réunion à Stuttgart, repasser par Angers pour se changer et passer la soirée à Bordeaux. Et puis s'il pleut, on va prendre un verre à Nice, par exemple. Ça, c'est des scénarios un peu extrêmes, mais qui sont finalement assez représentatifs de ce qui serait possible de faire avec un maillage conséquent. On voit que le champ des possibles, du coup, s'élargit. Et on a finalement, à partir d'une vision d'un projet comme celui-ci, une remise en cause, ou en tout cas une révolution, 1, dans les transports, 2, dans l'activité touristique, 3, dans la perception de l'espace. Tout à fait, oui. Et tout ça avec des projets, mais aussi une manière de réfléchir. Vous êtes issu du design. Aujourd'hui, dans les réflexions, on dit penser comme un designer, c'est-à-dire qu'on pense d'abord client, on pense d'abord confort du client, besoin, attente du client, avant de penser à soi. Bien sûr, c'est ça qui guide, c'est le point de vue du designer. Évidemment, on doit quand même faire quelque chose qui soit faisable et vendable. C'est aussi c'est la contrainte, mais notre point de vue de départ, c'est l'usager. C'est comme ça. On parlait d'une révolution aussi justement dans le milieu professionnel, mais moi, le nombre de fois où je dois aller faire un voyage de plusieurs jours pour aller vérifier une maquette chez un fournisseur, là, on pourrait presque se la faire livrer dans l'heure par un coursier, même si le fournisseur est basé, par exemple, à Barcelone, où justement il y a de très bonnes compétences dans le domaine, ou partout ailleurs. Enfin, j'ai des personnes qui me font des maquettes en Allemagne ou à Barcelone. Quand je travaillais à Paris, ça me prenait à chaque fois 2-3 jours pour juste aller vérifier quelque chose que je peux pas vérifier de manière virtuelle. Donc ça change aussi énormément le champ des possibles. On peut avoir un marché qui est étendu à tout un continent, c'est incroyable. À l'heure du virtuel, de l'immersif, ça veut dire qu'on tisse à nouveau des liens sociaux et qu'on peut tisser de nouveaux liens sociaux avec des territoires en direction desquels on n'irait pas spontanément. Ouais, et ce mode de transport là où il est intéressant, et je vois que ça rejoint l'actualité en France en ce moment, c'est que clairement ça va contribuer et ça contribue, et aujourd'hui on n'est pas installé à Limoges pour rien, mais au développement des territoires, au développement économique des territoires, des zones qui sont aujourd'hui délaissées par les pouvoirs publics.
Alors parlez-nous un peu aujourd'hui de l'état d'avancement du projet. Donc vous avez cité Limoges, il y a déjà des contacts avec certaines villes, il y a des besoins en termes de financement, il y a un modèle économique derrière? Oui, il est assez simple. Oui, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Pour partir en France, donc nous on a un développement sur 3 à 5 ans, développement industriel, on vise une certification à horizon 2025. On travaille sur, il y a 4 projets en France. Puis après on parlera un petit peu des régions Pays de la Loire et de savoir ce qu'on peut faire. J'ai quelques idées. Côté France, il y a donc la ligne Paris-Toulouse qui n'a pas de TGV. Il y a Saint-Étienne-Lyon qui essaye d'être connecté. On a commencé à travailler avec Marseille pour la connexion de l'aéroport. Alors là, je vous rassure, on n'ira pas à 1200 km/h, mais ils ont une envie en fait de faire un petit pied de nez au Charles de Gaulle Express qui est lancé à Paris. Et donc l'idée de faire la même chose à Marseille avec quelque chose d'innovant les intéresse. Et il y a également Le Havre qui souhaite être connecté. Donc en fait, toutes les villes qui aujourd'hui n'auront pas de TGV regardent ça de façon assez proche. Et on est en train, à l'heure où on se parle, de valider les premiers budgets pour des études de faisabilité économique, notamment sur une ligne entre Toulouse et Paris, où la région Île-de-France, l'objectif c'est d'y impliquer donc la région Île-de-France. J'ai déjà eu la confirmation de l'agglo de Limoges, la mairie de Châteauroux, Orléans embarque également, la région centre. Donc ce qui est vraiment intéressant, et pour vivre maintenant à l'étranger au Canada, c'est qu'on a souvent tendance à dire que la France n'est pas forcément, est un peu à la traîne en termes d'innovation et à la traîne par rapport à la Silicon Valley. Moi je vous dis le contraire, je peux vous assurer qu'aujourd'hui je suis agréablement surpris par la France, et aujourd'hui il y a une réelle volonté d'innover. Ça a toujours été un territoire d'innovation, que ce soit pour les trains à grande vitesse, pour le Concorde, Airbus en est un excellent exemple, Ariane Espace, même s'ils n'ont pas pris le virage de SpaceX, mais je leur fais confiance pour rattraper leurs concurrents américains. Donc voilà, il y a une vraie volonté. La SNCF qui a même pris une participation chez nos concurrents. Donc on n'existait pas encore, donc je n'en veux pas trop, mais voilà, il y a vraiment cette volonté là, et aujourd'hui voilà, on commence, nos concurrents commencent à essayer de construire des lignes en Inde ou au Moyen-Orient. Je pense que moi je suis assez confiant qu'on peut en avoir une, on peut avoir la première ligne en France, mais avec des budgets quand même conséquents. On parle de plusieurs dizaines voire centaines de millions d'euros globalement. Ouais, alors pour le modèle économique est assez simple, c'est-à-dire que nous on se positionne comme un concurrent d'Alstom ou de Bombardier sur le matériel à très grande vitesse. C'est-à-dire que demain Transpod va construire et vendre des véhicules à des clients comme la SNCF, ou même demain Air France, FedEx, DHL, etc. Au même titre que Alstom ou Bombardier. Ensuite, pour la construction de l'infrastructure, c'est là où les modèles économiques changent. Aujourd'hui, ce ne sont pas les pouvoirs publics qui vont financer ce type d'infrastructure, ce sont des institutionnels. La très bonne nouvelle, c'est qu'il y a trop de liquidités sur les marchés. Vous allez voir n'importe quel institutionnel du type fonds souverain, fonds de pension canadien, même la Caisse des dépôts française nous l'a dit, il y a trop de liquidités et ces gens-là recherchent des projets d'infrastructure d'envergure à financer. La Caisse des dépôts du Québec m'a dit clairement qu'ils n'avaient aucun problème à mettre 20 milliards sur la table en fonds propres, ils n'ont même pas besoin de lever de la dette. Voilà, c'est un fonds qui gère aujourd'hui 300 milliards, le fonds norvégien, ils ont passé la barre des 1000. Il y a des fonds souverains au Moyen-Orient, etc. Donc il y a suffisamment de liquidités pour financer ça. Par contre, la grosse différence, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas attendre, ils ne pourront pas se permettre que la ligne ne soit pas rentable. Donc nous, on a une obligation en tant que société de transport de prouver, de trouver d'autres sources de revenus. Et on a eu ce débat-là hier encore avec un préfet et puis à la mairie de Châteauroux. Il faut que les lignes demain à très grande vitesse soient profitables. On ne peut pas se permettre d'avoir 80% du réseau français qui soit déficitaire. Et quand on regarde, j'imagine, les bénéfices que Angers a pu avoir avec l'arrivée du TGV, on regarde même les prix de l'immobilier à Rennes qui explosent, il y a aujourd'hui un problème de vase communicant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des modèles économiques qui se sont mis en place, par exemple, pour le Grand Paris,
où toutes les gares, tout l'immobilier autour des futures gares, ils ont dit, bon, ok, l'immobilier va prendre 50% de valeur. Et ben, sur cette plus-value immobilière, quand un terrain va être vendu, il va y avoir une partie qui va être reversée à la Société du Grand Paris. Comme ça, c'est gagnant-gagnant. Vous n'avez pas quelque chose de déficitaire et quelqu'un qui s'en met plein les poches d'un côté. L'avantage également de ces infrastructures, c'est que demain, on a une infrastructure qui va générer de l'énergie. Donc vous avez également une autre source de revenus de ce côté-là. Et on peut, comme on est avec des petits véhicules, également générer de l'énergie avec du fret. Par contre, du fret, juste pour clarifier, on n'est pas sur du fret de transport, on n'est pas sur du transport de matières premières, mais c'est du fret express. Donc commerce en ligne et la nourriture, tout ce qui est sensible au temps. Voilà. On pourrait y discuter des heures, mais je crois qu'on est en train de déborder. J'ai Laure qui va me regarder et me dire on est en train de foutre en l'air mon agenda. Elle est tout en haut là, dans la régie. Juste la main, ça répond à la question. Sur le déroulé. Sur le déroulé, justement, on parlait de modèle économique. Moi, je crois que aussi, si on conçoit suffisamment intelligemment ce système, on sait qu'il est flexible, on sait qu'il est composé de capsules, ce qui veut dire que pour les clients de Transpod, ça leur permettrait d'avoir une infinité de sources de revenus en proposant des pods très diversifiés. Par exemple, un pod de type classique comme celui qui est ici, où on a simplement des sièges en ligne, mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut proposer des pods à la demande. Par exemple, vous êtes sur votre téléphone, parce que vous aurez en 2020-2030, je ne sais pas, vous dites, tiens, aujourd'hui, j'ai une grosse réunion de travail avec les collègues, on doit partir là-bas. Hop, on se prend un pod, on va sur un quai un peu spécial, un peu à part, et on commande un pod spécial à Réunion. Et il y a des emplacements de Réunion, on est quelques-uns à rentrer dedans. Alors c'est peut-être un peu plus cher, mais c'est justement cette variété de modèles économiques qui seraient disponibles pour tous les opérateurs pour proposer, pour justement rentabiliser un maximum leur investissement. Proposer des services très différenciés qui sont beaucoup plus flexibles que de réaménager une voiture de TGV ou de faire plus de places à bord d'un avion. Et ça peut être aussi déclinable dans l'autre sens. On peut partir façon ultra low cost jusqu'à l'aménagement de type jet privé. Donc tout ça s'appuie forcément sur des technologies, mais comme on l'a dit, c'est toujours des technologies qui sont soit déjà existantes, comme par exemple vous pouvez voir le système de plafond lumineux Coelux. Alors ça c'est génial ce truc, c'est un plafond lumineux qui vous renvoie une lumière de type c'est artificiel, complètement artificiel. Là en fait cette pièce-là elle est au sous-sol, si vous comprenez bien. Et ça, c'est juste une dalle lumineuse qui renvoie une lumière qui est en tout point semblable à celle d'un ciel bleu. C'est ahurissant. Et donc, on est en train de voir comment on pourrait faire pour avoir un système embarqué. Ça, ici, c'est la fenêtre virtuelle des cabines Royal Caribbean qui vous donne une image de la mer alors que vous avez une cabine qui n'est pas du tout placée sur le contour du bateau. Donc on est vraiment sur une expérience client. En fait, on arrive presque à faire du sur-mesure. Par contre, juste pour rajouter à ça, le truc de Royal Caribbean, je donne mon sentiment. Donc ça, c'est à chier. Pardon. Par contre, le truc Coelux, c'est génial. Mais c'est vraiment, vous avez l'impression de regarder le ciel bleu. Ils ont commencé à installer ça dans des musées et dans des blocs opératoires. Vous avez vraiment l'impression, et ils ont la capacité aussi de reproduire la nuit. En fait, vous n'avez pas cet effet de profondeur. Et vous avez vraiment, et on parle beaucoup de temps en temps de luminothérapie, et même en termes d'expérience passager, c'est juste fantastique. Allez regarder ce qu'ils font, ce produit-là est juste génial. Il est vraiment incroyable. Et après, il y a d'autres technologies qui sont en développement, qui sont très intéressantes aussi, qui sont à base de réalité virtuelle et augmentée, pour pouvoir proposer une transparence artificielle ou projeter tout un tas d'images au choix de l'usager. Mais ça veut dire, on a dit qu'on réduisait du coup le temps de transport, mais finalement cette expérience client, si vous n'avez qu'une heure de transport maximum, est-ce qu'on a le temps de mettre tout ça en œuvre? Est-ce qu'on a ce besoin, cette demande? C'est au choix du passager. Et c'est vraiment là où on veut en venir, c'est que nous, on veut laisser le choix au passager de décider de l'expérience qu'il a envie d'avoir. C'est des choix qui sont spontanés, qui sont pas toujours prévisibles, donc qui doivent pouvoir être mis en place, et c'est quelque chose qui serait beaucoup trop difficile à faire sur du ferroviaire ou de l'aérien, mais qui est possible sur ce genre d'engin. Donc là, par exemple, donc ça c'est une illustration où on voit certains passagers qui décident d'avoir des activités très différentes. Par exemple ici, travailler, là ici, gérer quelque chose, boire un café.
ou alors vraiment se reposer et faire l'obscurité totale sur son espace de voyage pour pouvoir dormir dans le silence, le confort, et pas avoir une sorte d'obligation de devoir, par Je vais être exemple... volontairement provoque, en dehors de l'obscurité totale, mais tout ça on le trouve aujourd'hui dans un TGV. Ah oui? Dans lequel? Dites-le-moi, parce que je ne l'ai pas vu. Question. On ne doit pas avoir les mêmes. Non, c'est pas la même Vous chose. pouvez travailler Aujourd'hui, pas de manière très agréable. Vous pouvez dormir, c'est un peu chaotique. Faire le vide, le calme autour de vous, là je vous rejoins. non, après, juste pour répondre à votre question plus sérieusement, aujourd'hui, ça évolue, ça va dans la même direction. Hein. Je suis d'accord avec vous. Par contre, après, pour avoir pris le TGV pour aller à Londres, parce que souvent la critique qu'on a, c'est oui, ce système-là, les gens vont être claustrophobes là-dedans, etc. Il n'y a pas de fenêtre. Comment vous faites pour justement améliorer l'expérience passager? Après, je prends un petit peu de recul. Je dis bon, il y a des millions de passagers, des milliards de gens qui prennent le métro tous les jours. Je pense que les gens sont pas forcément claustrophobes. Et quand on prend l'Eurostar pour aller à Londres, c'est même chose. Par contre, l'expérience passager pour aller à Londres, elle est plutôt médiocre. Moi, j'étais plutôt déçu. On passe dans un tunnel, il se passe rien, etc. Et c'est là où on peut, réfléchir, Être acteur, et avoir quelque chose de plus interactif, peut-être plus, enfin quelque chose qui se rapproche à la limite. L'avion est déjà dans cette démarche-là. Après, la question, c'est est-ce qu'on va avoir une expérience commune, voilà, ou est-ce qu'on va avoir une expérience individuelle ou un mix des deux. Voilà. vous parlez d'expérience commune, on pourrait potentiellement mettre combien de passagers ou quelle quantité de fret par véhicule? Aujourd'hui, on est sur, on va dire, entre 30 et 50 passagers par véhicule et sur 10 tonnes de fret. Donc ça, c'est les véhicules standards. Après, on peut plus ou moins augmenter pour revenir sur la version low cost et pour revenir sur mes propos, le fait que ce soit un système de transport traditionnel. On peut très bien demain avoir 70 personnes ou 100 personnes debout le matin en mode bétaillère. C'est pas forcément ce qu'on souhaite, mais en termes de rentabilité, si on veut vraiment déplacer beaucoup de personnes, why not avoir ce système-là. En mode métro, c'est plus joli que mode bétaillère, mais on comprend bien l'image du coup. Non, mais je veux dire, chacun a déjà pris. C'est pour moi. L'image a le mérite d'être claire. Honnêtement, pour l'avoir pris de temps en temps, non, c'était quoi? Oui, j'avais vu un commentaire sur Twitter suite au comment dirais-je, à l'attribution du prix Nobel de la paix, etc. Il y en avait d'autres qui avaient dit oui, et également le prix Nobel de la paix a été attribué aux usagers du RER B et de la ligne 13 à Paris. Voilà, c'est juste l'horreur. Je sais pas comment ils font. Ouais, Pour terminer, même si l'aventure est très très loin d'être terminée. On parlait de tout ça, mais chez nous, c'est l'ambition en fait, c'est de concevoir le système pour que dès le début, il soit plus performant que ce que peut offrir un avion ou un train en termes de déplacement, de capacité à dormir ou travailler, à profiter de l'espace. Quelque chose, par exemple, qui est impossible à faire dans un avion, c'est de voyager complètement détaché. Ici, on n'a pas besoin de mettre de ceinture. On a accès à ses bagages tout au long du voyage, ce qu'on ne peut pas faire dans un avion. On a donc une liberté de déplacement, une liberté de faire autre chose que de rester assis sur son siège. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à... il y a très peu de moyens de transport, je crois qu'il n'y en a aucun, qui pourrait combiner toutes ces qualités en même temps. Enfin, juste un mot, je crois que c'est la dernière slide ensuite, en termes de conclusion. On a la chance en France, et je tiens à le préciser parce qu'en ce moment, ils sont plutôt pas mal décriés. On a le soutien de deux entités qui sont vraiment, on va dire... qui soutiennent le projet, qui livrent, qui respectent leurs engagements. La première, c'est l'Élysée. Pour avoir travaillé, la première question, j'ai eu la chance de rencontrer notre président de la République. La première question qu'il m'a posée, c'est qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? J'étais pas prêt pour y répondre. Donc j'étais déjà surpris. Donc on a déjà un président de la République sur lequel on peut compter et qui pousse pour implanter ce genre de projet sur notre territoire. Et la deuxième entité également, c'est l'Europe. L'Europe a pris le leadership devant les Américains, devant les Canadiens, et pour pousser, et je ne vous dis pas comment je pousse, pour que ces gens-là fassent leur travail, l'Europe a dit, pas de souci, on y va. On va développer le cadre réglementaire avec vous par rapport à ce nouveau mode de transport. Et donc aujourd'hui, on a deux entités, et elles sont très très importantes, surtout avec ce qui se passe aux États-Unis, en Angleterre ou en Italie. On a de la chance d'avoir ces gens-là aujourd'hui et qui sont derrière. Alors tout le monde n'est pas pour, il y a énormément de gens qui sont très critiques par rapport à ce qu'on fait, mais on peut compter aujourd'hui sur ces deux entités-là. Finalement pas pour, parce que c'est la peur du changement. On sort très largement de sa zone de confort.
on écrit non pas une page blanche, mais on réinvente une partie de notre société? Ouais, c'est la différence. C'est la différence, c'est être suffisamment ouvert d'esprit, c'est regarder voilà, une autre façon de se déplacer demain. Et je veux dire, on avait les mêmes critiques, même avant, hein, avec le Minitel et l'arrivée d'Internet. Énormément de gens trouvaient qu'Internet, ça allait être complètement stupide. Quand les frères Wright ont commencé à vouloir voler, on les prenait pour des allumés. Et là, aujourd'hui, ce qui est l'avantage et la grosse différence, même quand on reprend le projet de l'aérotrain Bertin, c'est qu'aujourd'hui, ce développement, il est mondial. Donc, où on prend, on est suffisamment tolérant et ouvert d'esprit pour regarder ces sujets-là et s'engager, de se dire, de toute façon, on n'a rien à perdre. Et même si ça marche pas, on aura découvert tout un tas de trucs. Voilà, c'est surtout ça. Et en France, en fait, là où il faut qu'on s'améliore, pour revenir sur la comparaison avec la Silicon Valley, on a cette volonté d'innover, mais on a aussi un problème avec l'échec. Il faut intégrer que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas de conneries. Voilà. Et notre président... C'est une belle conclusion. Voilà. Merci. Et quand on crée une start-up, on devrait en faire un petit peu sa devise. Voilà. Et notre président de la République, le premier, il fait des grosses conneries en ce moment, mais il apprend et il avance. Et ça, il faut lui reconnaître. On va se donner aussi quelques instants pour des questions, oui. Aujourd'hui, on est à 20 millions. Voilà. 20 millions du kilomètre, qui est le prix similaire à une ligne de LGV. Alors après, ça dépend de la géographie de la ligne. Si vous avez les Alpes à traverser, c'est plus cher, mais bon, je vous apprends rien. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est d'optimiser le taux de remplissage de la ligne. C'est pour ça que le fret est très important, de pouvoir générer des revenus avec la partie énergétique, c'est-à-dire que vous n'avez plus une infrastructure passive, mais active, qui potentiellement peut générer plus d'énergie. Donc, c'est-à-dire que demain, sur un Paris-Toulouse, vous avez 700 km de panneaux solaires. Voilà. Et là où le design va être très très important, et c'est un des concours qu'on veut lancer l'année prochaine, surtout en France ou en Europe, on est plus sensible à la pollution visuelle, ça va être de s'assurer que 2 tubes... Ah, pardon. D'accord. Et c'est de s'assurer que voilà, ce soit esthétiquement agréable à regarder. Il y a quand même aussi un élément dans le coût d'investissement de l'infrastructure, c'est comme on a peu d'emprise au sol, la dimension foncière peut aussi être différenciante par rapport à des infrastructures ferroviaires classiques. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va avoir des modèles économiques comme pour l'éolien, où demain, au lieu de passer sur des... Alors c'est toujours un compromis, c'est-à-dire que on va avoir des gens qui vont dire ouais non ça c'est laid au niveau infrastructure, je veux que ce soit enterré, mais du coup si c'est enterré on n'a pas forcément ce complément énergétique, voilà c'est ça. Et après si c'est en mode élevé, si c'est surélevé, c'est-à-dire que ça ne coupe pas les fermes, c'est-à-dire que le fermier peut continuer à exploiter son terrain, et en même temps on peut avoir des contrats où on lui paye son électricité pour 50 ans. Donc là, du coup, ça devient intéressant. Là aussi, on invente de nouveaux modèles. Une dernière question. Mais ma question reprend un peu ce que vous êtes en train de dire. C'est la question que j'allais poser. Pourquoi un choix dans tout visuel, c'est d'être sur de l'aérien? On parle parfois aussi de pollution visuelle, et quand vous allez être, en extrapolant au milieu, vous passez sur le Mont-Saint-Michel avec ce type d'infrastructure, on peut trouver ça très moderne ou on peut trouver ça dommage pour le paysage. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous. Après, c'est juste mon avis perso. Après, ça dépend des sensibilités. On travaille sur une ligne entre Calgary et Edmonton en Alberta. Et typiquement, l'aspect visuel, c'est une autoroute tout droit, c'est des champs, ils ont l'habitude de voir des pipelines, ça les dérange pas de voir un tube qui suit l'autoroute. Pour la France, je vois bien ça. Et en fait, c'est un peu les différences culturelles. Quand je suis arrivé au Canada la première fois, j'ai trouvé ça super laid, dans le sens où tous les fils électriques, il n'y a rien enterré. Et quand on leur pose la question, je dis mais pourquoi vous enterrez pas, c'est laid quoi. Je dis ouais mais ça coûte de l'argent. Je dis pourquoi on va enterrer ça, pourquoi dépenser de l'argent pour que ce soit plus beau, il n'y a pas de rentabilité économique. Donc c'est là où on voit un peu le côté un petit peu plus capitaliste ou libéral nord-américain. Mais du coup en Europe, pour ce type d'infrastructure, si ça pouvait être semi-enterré et donc comme une canalisation standard, je pense que ce serait l'idéal. Comme ça, du coup, ça se voit pas, tout le monde est content.
Mais il y a la partie énergétique qui est un petit peu plus, qui est moins intéressante. Ce que je vous propose, c'est d'abord de les applaudir, d'applaudir l'audace, l'envie, l'ambition. Merci. Et puis, c'est de pouvoir échanger avec eux dans la partie suivante de la matinée. Merci messieurs, merci Augustin, merci Sébastien.